faire une visite de chantier, une nouvelle visite de chantier pour se rendre compte de l'avancée des travaux. Moi, je ne vais pas vous parler de technique, il y a deux personnes qui vont le faire, Madame Albrand, Monsieur Forest, d'accord, on voit qu'ils sont d'accord. Ça fait plaisir pour les employés du département. Alors, Monsieur Forest, venez là, vous allez nous dire de quoi il s'agit exactement, et ensuite, le directeur des travaux, qui est là, va vous confirmer l'avancée des travaux et surtout la date de réouverture que j'ai moi-même annoncée lors des vœux à Grosjac et que j'ai fixée avant la fin de l'année 2024. Ce qui m'a valu les huées de 250 personnes présentes. Non, sérieusement, je pense qu'ils vont pouvoir nous confirmer qu'au mois d'avril, eux, ils ont une date précise. Mais moi, je dis fin avril, c'est pas la peine de dire des choses qu'on ne peut pas tenir. Mais disons qu'au printemps, fin avril, on va pouvoir, on refera on refera une inauguration. Et alors, on a fait une photo il y a un an, au mois d'avril, on a fait une photo côté Grosjac avec la population de Grosjac, un dimanche après-midi. Et là, on fera un événement qui est encore en gestation. Le maire de Carsac y pense, celui de Grosjac aussi. Et on fera un événement populaire avant. Alors, il ne faudra pas le faire le jour même, mais on le fera avant. Et on essaiera de faire une fête en vérité, parce que ça sera une véritable fête de rétablir ce pont. Moi, je veux saluer les concepteurs du pont. Il y a 6 mois, j'avais dit que ça sera notre Millau à nous. Mais je le confirme. Ce sera notre Millau à nous. Et je peux vous assurer que les habitants de la Dordogne, les habitants du secteur, sont impressionnés par les techniques qui ont été employées. Donc je vous le dis, je ne vous le dis pas pour vous passer la brosse à reluire, mais franchement, je crois qu'il y a aujourd'hui dans notre pays des gens qui sont capables d'inventer non seulement des ponts, mais aussi des techniques qui permettent de lancer des ponts, de les faire revenir et de les faire repartir. Ça, il faut dire que j'ai mis longtemps à comprendre à quoi ça servait et je n'ai pas encore tout compris. Mais il n'empêche que le petit film que NGE avait fait au moment du jury, pour que les entreprises soient retenues, il y a eu la question du prix, mais il y a aussi les questions de technique, était extrêmement explicite. Et il a fallu, vous le comprenez, et ce n'était pas une mince affaire, démonter le pont précédent, qui datait de 1932, et qui était tout en béton. Et bien entendu, il fallait le démonter sans rien faire tomber dans la Dordogne. Donc, ce qui augmentait les difficultés. Il a fallu aussi consolider les piles existantes. Et tout ça en allant au milieu de l'eau, sans rien faire tomber non plus. Et il a fallu démonter les haubans. Vous vous rappelez de ces haubans qu'une partie de la population trouvait magnifiques. Moi aussi, je les trouvais magnifiques. En vérité, j'ose pas dire le contraire. Mais non, mais ce pont, il avait une histoire, les gens y étaient attachés, ils étaient attachés à la forme de ce pont. Moi, ce qui me gênait, c'est qu'on ne voyait pas la Dordogne. Et un pont où on ne voit pas l'eau en traversant, ben, je trouve qu'il manque quelque chose. Là, ça va être totalement rectifié et on aura un pont extrêmement beau, à tel point que les Aveyronnais de Millau commencent à nous jalouser, je vous le dis. Mais déjà, ils m'écrivent en disant que c'est scandaleux qu'on ait fait un pont pareil, parce que ça va leur porter une concurrence absolument incroyable. Je vous assure que c'est vrai, ne prenez pas. Bon, voilà, j'ai assez plaisanté. Cette affaire, elle a été très sérieuse pour le département, parce qu'on nous a averti un jour qu'il fallait que dans les mois suivants, ou dans les semaines suivantes, il fallait qu'on le ferme à la circulation. Et ça, je peux vous dire que quand vous avez une nouvelle comme ça vous fait un choc. Un choc pour le président, pour tous les élus, un choc pour tous les gens qui travaillent aux routes, parce que fermer la 704 entre Sarlat et Gourdon, c'est quand même pas rien. C'est pas une petite affaire. C'est une affaire très importante. Et d'ailleurs, on a mis en place une commission d'indemnisation, parce qu'il y a forcément des gens qui laissent des plumes. Mais aujourd'hui, quand on a parlé des travaux et qu'on a dit
Ça sera fait en 1 an. Vous vous rappelez que d'abord on avait limité le tonnage à 12,5 tonnes et après on l'a interdit totalement. Et qu'on a dit les travaux pourront se dérouler en 1 an. Moi, je voulais y croire, mais j'avais quand même un sérieux doute, parce qu'1 an, on sait très bien qu'en matière de travaux, regardez pour une maison, hein, on est habitué à faire des travaux dans les communes, 1 an, c'est rien, c'est vraiment rien, hein, à partir du moment où on enclenche les travaux. Alors, un ouvrage comme ça, c'est quand même quelque chose de remarquable, et je vois que les délais sont tenus. J'aime pas parler d'argent, parce qu'un pont, ça n'a pas de prix dans la vie des gens, on le voit bien, mais ça a quand même un coût. Et le département aura mis 12 millions, hein, 12,6. Moi, l'entrepreneur m'a dit 12, alors je ne sais pas pourquoi, il veut absolument qu'on reste à 12. Philippe est là, moi je lui fais confiance. Il est de ma commune. Il a sa famille dans ma commune, il sait qu'on a des moyens de rétention quand même. J'ai des cousins germains à lui qui habitent à côté de chez moi. Donc il sait que... Non, je plaisante. 12,6, vous voyez, c'est aussi un investissement très important pour le département. Et malheureusement, en matière d'ouvrages d'art, on en a 1 millier en Dordogne, pas aussi gros que ça. On a 1 millier d'ouvrages d'art et aujourd'hui on se concentre sur ces ouvrages d'art parce que ils ont vieilli, etc. Et le prochain qu'on attaquera, ce sera sûrement le pont de Vic, au Buisson. Enfin, bon, il est dans les tablettes, mais à proximité d'ici, il y a le pont de Vic qui lui aussi demande des travaux de restauration. Entre le Buisson et Gros-Jacques, il y a aussi 2 ponts dans un petit village que vous connaissez peut-être, et pour lesquels nous avons déposé un deuxième dossier que l'État est en train d'instruire. Et nous espérons qu'à la fin de l'été ou à l'automne, on aura une nouvelle autorisation pour les terminer, parce que la situation est vraiment scandaleuse. Je vous signale que hier et avant-hier, en 2 jours, en 48 heures, il y a eu 3 incidents majeurs à Weinach. 3. Et je vais envoyer les photos à la presse d'ailleurs. Il y a eu 2 blocages, il y a eu 2 arrêts, comme ça peut arriver. Donc on nous raconte que c'est qu'au mois de juillet, au mois d'août qu'on en a besoin, c'est pas vrai. La route n'est pas plus large en hiver qu'en été. Donc il suffit que, même si les chances ou les conditions de croisement forcément sont plus difficiles qu'en plus de voitures, et bien là, il se trouve que le plus bel embouteillage qui a duré 45 minutes un jour, je l'ai en film, c'était en plein mois de février. Mais là, hier, on était avant-hier en plein mois de février. Il y a eu 2 blocages qui ont arrêté la circulation. Et pas plus tard qu'hier, il y a un camion qui n'est pas passé sous la passerelle de chemin de fer à Vézac et qui s'est coincé sous la passerelle de chemin de fer. Et là, tout était bloqué dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que le danger des falaises, on commence à savoir ce que c'est en Dordogne. Actuellement, la route de Montfort est bloquée, elle est fermée, on n'a pas pu y passer. La route pour faire des travaux, la route de Vitrac, elle a été bloquée 2-3 mois, juste à la sortie de Vitrac en allant vers Rochebois. Et on a fait des travaux aussi, on a pu la rouvrir. Entre Castelnau et les Milandes, la route a été fermée pendant 3 semaines. À la sortie de Weinach, il y a eu des énormes blocs gros comme des citrouilles qui sont tombés sur la route au niveau du PEC. Et il y a 15 jours, le fin du fin, ça a été à Exideuil. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais là, rien que de voir les images, ça fait peur. Il est tombé, je ne sais plus combien de tonnes. Et on parle de 2000 mètres cubes de rochers qui sont tombés par miracle entre des maisons et qui n'ont tué personne. Mais avec le réchauffement climatique, avec les intempéries qui se succèdent, cette question des falaises, elle reste prégnante dans notre canton. Et dans le canton d'en face, je vous signale qu'à Dôme, sous la barre de Dôme, on a une route qui est fermée depuis 3 ans, qui s'appelle la D50. Et je le redis sans arrêt au vice-président en charge des routes, Jean-Michel Magne, mais ça nous pose aussi un vrai problème d'accès, etc. Mais là aussi, le danger, il est réel. On nous a dit que le danger était théorique, qu'il n'y avait pas de danger parce que c'était théorique. Mais en Dordogne, il n'est pas théorique le danger, parce que tous les 4 matins, il y a des falaises qui se cassent la figure. Et je pourrais vous parler de Batfol, la route entre le Buisson et la Linde. Je pourrais vous parler de Saint-Astier, aussi, où on a des éboulements sérieux. Bref. Et on voit bien que ce phénomène s'accélère. Le phénomène s'accélère. D'ailleurs, tous les techniciens qui viennent nous disent, on ne peut pas vous dire quand, mais on est sûr d'une chose, c'est que ça tombera.
Voilà. Et on voit bien qu'au cours depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ce phénomène d'instabilité des falaises s'est abandonné. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui font progresser ce chantier. Et je crois que sérieusement, sauf catastrophe nationale, on peut dire aux gens de Carsac, aux gens du Grojac, mais aux gens du Sarladé, aux gens du Gourdonnais, que dans 2 mois, on aura peut-être dépassé la date d'ouverture. Peut-être. Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans 2 mois et demi, à la fin du mois d'avril, si tout va bien, à la fin du mois d'avril, eh bien, le pont sera ouvert. Bon, merci. Le 1er avril, personne ne Oui, le 1er avril, personne ne l'aura. Donc, merci à vous tous. Et Monsieur Forest, maintenant, va nous parler de technique. Et ensuite, c'est le directeur des travaux qui confirmera tout ce que j'ai dit. Merci, Président. Je vais vous parler plutôt de l'enchaînement des tâches, enfin du calendrier de l'opération. Et puis je laisserai Damien Vedren de NGE vous présenter en détail les détails techniques. Alors en fait cette opération, mais le Président l'a expliqué, la difficulté c'était qu'on était sur un ouvrage aubané qui était vieillissant, qui datait de 1930 et qui n'avait pas de... Il n'y avait pas de possibilité en fait de le conforter pour arriver à 45 tonnes parce qu'il y avait malheureusement des 45 tonnes qui passaient sur cet ouvrage et on ne pouvait pas le laisser en l'état, donc il a fallu le fermer et réfléchir comment on pouvait le conforter. Donc le confortement, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix d'une conception-réalisation, donc c'est le marché public qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, mais pour des situations un peu complexes, c'est ce que l'on fait. C'est-à-dire que dans le groupement d'entreprises, il y a à la fois le concepteur, donc le maître d'œuvre, et à la fois le réalisateur, c'est-à-dire l'entreprise de travaux. Donc là, suite à cet appel d'offres, donc c'est le groupement NGE mandataire, donc NGE en tant qu'entreprise de travaux, et le concepteur, c'est Arcadis, bon, avec d'autres entreprises, bien sûr, qui travaillent en collaboration avec ce groupement, en tant que co-traitant ou sous-traitant. Donc la proposition qu'ils ont faite, elle était très originale, puisqu'en fait, dans le dispositif, il fallait changer, en fait, je dirais, le fonctionnement de l'ouvrage qui était précédent, c'est-à-dire qu'on avait un ouvrage en béton armé aubané, et donc, en fait, il fallait donc passer sur un ouvrage mixte à poutres métalliques et tablier. Donc il fallait donc toute la première partie déconstruire l'ouvrage. Et la difficulté, c'était cette déconstruction de l'ouvrage, et c'est là toute l'originalité de la méthode qui a été proposée par NGE, mais ils pourront peut-être plus en parler. Donc en fait, il s'agissait d'utiliser les poutres métalliques définitives comme en fait comme pont roulant, voilà, donc pour pouvoir déconstruire élément par élément et les ramener en berge les éléments de l'ouvrage existant. Donc en fait, la plus grosse phase des travaux, en fait, puisqu'en fait on a attribué le marché le 20 juin 2022, et en fait on est en voilà, début 2024, la plus grosse phase de travaux, c'était la phase d'étude, la phase de déconstruction, pardon. Donc la phase d'étude, elle a eu lieu de juin à septembre. À septembre, on a commencé les premiers travaux préparatoires, donc de renforcement des piles. Le président l'a signalé, puisque on a eu quand même une déconvenue, c'est qu'il n'y avait pas d'acier verticaux dans les fûts de piles, ce qui a donc posé quelques difficultés justement dans les calculs, notamment dans les phases de lançage et lançage. Donc il a fallu conforter les piles, donc par un habillage périphérique en béton armé, bien sûr, avec des aciers verticaux. Donc ces confortements ont eu lieu donc, en octobre 2022 et se sont poursuivis jusqu'en début d'année 2023. Ensuite, donc, ont eu lieu les premiers mises en place de platelage pour protéger bien sûr la rivière des éventuelles chutes de matériaux. Et donc on a aussi raboté en mars 2023, raboté l'ouvrage pour l'alléger, et ce qui a permis de compenser le poids des patelages. Donc ensuite, eh bien, la phase suivante, c'était l'arrivée des éléments de charpente qui ont été construites en berge en vue d'être... La date qu'il faut rappeler, c'est que le 4 avril... La fermeture à Sertière. Oui. Totalement. Exactement. Donc suite à l'allègement, effectivement. C'est exactement ça. Donc suite effectivement à l'allègement donc on a mis en place les échafaudages et après on a été condamné à fermer parce qu'il a fallu faire les ouvertures pour conforter
pour les mises en place des appuis provisoires. Ça, c'est la date dont les gens se souviendront. Au préliminaire, ils ne s'en souviennent pas. C'est pour ça que je parle d'un an. Entre la fermeture et la réouverture, il y aura un an. Donc en juin 2023, on a reçu les premiers éléments de charpente, ils ont été assemblés et en fait, donc après quelques tergiversations, on a réussi à faire le premier lançage en début août 2023. Donc le lançage, une fois que le lançage était réalisé, donc ce sont des charpentes métalliques qui étaient à l'intérieur de l'ouvrage, ils ont permis de réaliser toute la déconstruction donc, qui a eu lieu jusqu'en fin de l'année 2023. Et donc c'est en fin 2023, entre Noël 2023 et le premier de l'an 2024, qui a eu lieu le délançage de la charpente, puisque la charpente était dans un dimensionnement inférieur, puisqu'en fait elle devait passer à l'intérieur des haubanages, et donc il a fallu la délancer, l'élargir en élargissant les entretoises sur la rive de Carsac, voilà. Donc elle a été délancée, élargie, et ensuite relancée début février sur les appuis définitifs, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Voilà. Donc une fois ces opérations, je dirais, réalisées, l'essentiel des difficultés, je dirais, sont levées et on maîtrise mieux le calendrier, parce que la déconstruction, mais M. Vedrel en parlera peut-être mieux que moi. Il y a eu des études d'exécution très, très précises pour chaque phase de déconstruction, parce qu'il y avait des enjeux de sécurité très importants. Donc voilà, donc aujourd'hui on est sur une situation où les dalles ont été préfabriquées, comme on le disait à Firmy, dans l'Aveyron, par l'entreprise Lagarrigue. Donc elles arrivent sur le chantier, elles sont mises en place, elles sont clavées, et ensuite elles vont pouvoir recevoir l'étanchéité, les bordures, les trottoirs, les garde-corps et les essais, donc avec j'ai entendu parler d'une date du 13 avril qui devrait normalement être tenue pour la mise en service, si tout va bien. Il y a encore quand même un aléa, c'est la météo pour l'étanchéité, donc ça peut aller jusqu'à fin avril. Voilà. Donc aujourd'hui on est dans ce calendrier-là. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux y répondre. Sinon, je vais laisser Damien peut-être compléter mon propos. Bonjour à tous. Donc Damien Vaudrenne, géogénie civile. Donc je suis pas vraiment le directeur des travaux, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Charlie Sarrazin qui se cache derrière, qui était le patron de l'opération vraiment sur site. Moi je chapeaute l'intégralité de l'agence Nouvelle-Aquitaine. Mais vu l'ampleur du projet, j'y ai pas mal trempé aussi avec Charlie et ses équipes. J'ai pas grand chose à ajouter, le propos de Jacques était très complet. Je voulais quand même préciser, effectivement, tu le disais, c'était une équipe de conception-réalisation, et dans cette équipe il y avait Arcadis en conception et Thomas Lavigne pour le côté architectural, et au niveau des entreprises on peut quand même les citer, puisqu'il y a Gentoli qui fait partie du groupe NGE pour les travaux de terrassement à la voirie, l'entreprise Matière qui est ici, ceux qui ont fabriqué et mis en place la charpente, donc qui sont une partie quand même aussi très importante du chantier, et Avenir des Constructions qui était notre partenaire pour nous aider dans la déconstruction. Ce que tu disais, effectivement, c'est des travaux quand même assez extraordinaires, et je dis ça, c'est au sens propre du terme. La plupart des gens qui travaillent sur cette opération, qui faisons des ouvrages depuis plusieurs années, là c'était vraiment la particularité de la déconstruction de cet ouvrage, était vraiment quelque chose qui a nécessité une ingénierie incroyable, des idées innovantes, des vérifications de phases provisoires. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer le temps d'ingénierie qu'il y a eu sur cette opération, de gens pas forcément présents sur site, mais c'est des gens qui ont été mobilisés pendant plusieurs mois à plein temps pour mener des calculs de conception et de vérification des différentes phases provisoires. Le côté innovant, ce que disait Jacques, c'est de se servir de la structure définitive du futur tablier comme support pour la déconstruction de l'ouvrage.
Au-delà de servir de pont roulant, c'est un résumé qui est un peu simple, parce qu'en fait la structure provisoire, elle a surtout permis de soutenir l'ouvrage existant pendant toutes ces phases de déconstruction. Parce que la grosse problématique, c'était, vous imaginez bien, hein, si vous sciez un élément d'ouvrage petit à petit, ben, il y a un moment, il s'effondre. Donc la difficulté, c'était de maintenir la structure de l'ouvrage en place, en permanence, sans risque de chute de gros blocs dans la Dordogne. Et donc la fonction première de la charpente, c'était d'être un squelette, en fait, puisqu'on a suspendu l'ouvrage existant à cette charpente, et au fur et à mesure qu'on déconstruisait, en fait, la charpente a repris le poids des éléments qui restaient en place. Et effectivement, ensuite, elle nous a aussi servi, puisque tant qu'à faire, il fallait aller au bout de l'imagination, elle nous a aussi servi à concevoir des outils, donc un pont roulant qui a enlevé la partie, donc le ourdi béton, c'est-à-dire la dalle béton sur laquelle les gens circulaient précédemment, donc elle a été sciée en bloc et enlevée par un pont roulant. Donc le pont roulant, il circulait sur la semelle inférieure des poutres, il prenait les blocs, il les ramenait sur la berge, avec un palonnier qui permettait de faire des rotations, parce qu'il fallait en plus que les blocs passent entre les appuis provisoires de la charpente. Donc ça, c'était pour la première phase. Pour la phase de déconstruction des parties supérieures, notamment les arcs, les pylônes et les suspentes, on était sur un mixte avec des grues mobiles de forte capacité qui travaillaient depuis les berges, mais qui ne permettaient pas d'aller jusqu'au milieu de l'ouvrage, en tout cas avec les charges à reprendre et les distances. Et donc là, c'est un peu le travail justement aussi des équipes de Charlie et Quentin qui ont imaginé des choses assez incroyables, puisqu'on a fabriqué un chariot mobile sur lequel on a mis une grue, et ce chariot a circulé sur le dessus des poutres pour aller prendre en charge les éléments de colis au milieu de l'ouvrage, les poser sur le chariot et les ramener jusque sur la berge. Donc tout ça, c'est des heures et des heures de réflexion, de calcul, aussi bien pour les phases provisoires de stabilité de l'ouvrage que le dimensionnement de ces outils intrinsèques qui sont tous des prototypes. C'est tous des outils qui ont été fabriqués spécifiquement pour les besoins de ce chantier et qui ne resserviront pas derrière. C'est vraiment, de l'innovation au sens pur. Donc on est tous ceux qui participent, on est quand même très très fiers de cette réalisation parce qu'elle est assez unique et elle marquera la carrière de la plupart de ceux qui y ont participé. Alors in fine, l'ouvrage sera peut-être moins impressionnant que celui du viaduc de Millau, mais par contre la phase provisoire toutes ces phases-là, ça sera très marquant et je pense qu'il faudra qu'on fasse vivre le souvenir de ces phases-là. Donc comme le disait Jacques, on est maintenant sur une phase qui est plus habituelle, puisque là on est revenu sur une construction d'ouvrage neuf, puisqu'on fabrique le tablier neuf, avec, on l'espère, quand même moins d'aléas et moins de surprises que sur ces phases un peu prototypes et de déconstruction. Donc on confirme que fin avril, sauf catastrophe majeure bien évidemment, ou catastrophe nationale comme vous disiez, la circulation pourra à nouveau se faire sur le pont de Gros-Léjac et rétablir enfin la liaison, parce que nous qui vivons au quotidien passer d'une berge à l'autre, on se rend compte à quel point pour les gens du coin ça fait des gros détours. Je voulais souligner aussi que au-delà des entreprises que j'ai citées, il y a quand même beaucoup d'entreprises locales qui ont participé ou qui vont participer aux travaux. Je pense notamment à l'entreprise Bonac, qui est là. Voilà. Qui restaure toute la maçonnerie des ouvrages d'accès, avec un résultat qui est vraiment très bien. Bon, il faut continuer, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais jusqu'ici c'est très bien. On a l'entreprise Garrigou aussi qui a été notre partenaire sur certains aspects de travaux. Donc voilà, c'est un alliage d'ingénierie, d'entreprises locales et puis d'entreprises, même si l'entreprise Sioran, mais ça c'est bientôt c'est nous quoi, c'est la famille ça. Donc voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je pense avoir fait le tour. De personnes différentes ou en effectif de pointe? Au moins une centaine de personnes qui ont œuvré sur le projet. Pas tous sur site. Pas tous sur site, pas tous en même temps. Ouais. Mais il y a au moins une centaine de personnes qui ont œuvré sur cette opération. Merci à tous.
Mesdames, Messieurs, je vous propose de les applaudir, tous ceux qui ont construit.